Bonjour, j'ai listé quelques questions récurrentes en lien avec les nouveaux programmes de français et je vais tenter d'y répondre en m'appuyant très fortement sur les propos, les conférences et les vidéos qui sont proposées par la DGESCO, les inspecteurs généraux et toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ces programmes. Pour rappel, c'est le Conseil supérieur des programmes qui a donc rédigé les programmes et les groupes de travail qui sont par cycle sont composés d'inspecteurs de l'éducation nationale, de conseillers pédagogiques, de directeurs d'école et des chercheurs sont également auditionnés. Donc je vais répondre tout d'abord à des questions qui sont plus générales sur les nouveaux programmes de français, donc c'est des questions qui concernent à la fois le cycle 1 et le cycle 2, et puis on ira un petit peu plus en détail pour chacun des cycles. La première question concerne les guides EduScol. Est-ce que ces guides sont devenus obsolètes? La réponse est non. Les nouveaux programmes se basent sur ces guides qui sont donc toujours des références, ils en sont même des synthèses. Quelles ressources proposent ces nouveaux programmes pour aider à l'évaluation? Alors, dans ces nouveaux programmes, vous avez deux colonnes et la colonne de droite, elle correspond aux critères de réussite et aux observables sur lesquels il est possible de s'appuyer pour construire une grille d'observation et d'évaluation en classe. Ces critères de réussite ne sont pas limitatifs, ils donnent des indications pour l'enseignant. Et les évaluations nationales sont aussi évidemment des indications pour l'enseignant. Il y a aussi l'apparition de points de vigilance donc dans ces programmes, notamment concernant le langage oral. À quoi servent-ils ? Alors, le programme souligne l'importance de la posture modélisante de l'enseignant, donc notamment à travers un langage différent de celui que les enfants entendent à la maison, par exemple, ou dans la vie de tous les jours, qui est essentiel pour leur apprentissage. Cependant, cette modalité doit être complétée par des interactions entre élèves et des projets oraux ambitieux, notamment en fin de cycle. Les gestes professionnels de l'enseignant, qui sont rappelés dans les points de vigilance, visent surtout à guider leur action en classe. Enseignant étant un métier complexe, ces repères permettent des ajustements rapides et pertinents qui vont favoriser des réponses adaptées aux besoins des élèves. Quelles sont les priorités de ces nouveaux programmes ? Alors la priorité principale, ce serait le vocabulaire. C'est d'ailleurs la première thématique qui est abordée dans les programmes du cycle 1 et pour le cycle 2, c'est devenu une partie à part entière. La préparation à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans toutes ses dimensions au cycle 1 prend aussi beaucoup de place. Et on a des apprentissages qui doivent solliciter des compétences langagières, mais aussi la mémoire des élèves. Voilà, donc c'est quelque chose d'un peu nouveau qui peut apparaître, et aussi la continuité entre les différents cycles qui est réaffirmée ici dans ces programmes. Pourquoi a-t-on un focus particulier sur le vocabulaire ? Alors, c'est l'item le plus échoué aux évaluations nationales d'une façon générale. Et la difficulté, c'est de prendre en compte la réalité du terrain et aussi des écarts très importants qu'on peut constater entre des élèves en éducation prioritaire et ceux hors éducation prioritaire. L'école a évidemment pour objectif de gommer ces écarts. Et en vocabulaire, il ne s'agit pas d'évaluer le nombre de mots acquis par les élèves, ça serait juste infaisable. Mais on sait quand même que pour accéder au CP dans de bonnes conditions, un élève doit maîtriser au moins 2500 mots. Alors, on va passer aux questions plus spécifiques sur la maternelle et justement le lien avec ce langage oral et ce vocabulaire. Alors, première question concernant la maternelle. Les nouveaux programmes de maternelle ne précisent plus en préambule, comme les précédents, l'importance du jeu, de l'exercice, de la mémoire, de la résolution de problèmes. Pourquoi ? Alors, dans ces nouveaux programmes, en fait, il y a juste les domaines 1 et 2 qui ont été réécrits. Donc, le préambule général des programmes est toujours d'actualité. Tout ce que les professeurs de maternelle savent parfaitement sur l'enseignement en maternelle est toujours valable. Par exemple, le fait de constituer des petits groupes, des grands groupes, de provoquer des interactions duelles, le fait de différencier évidemment la pédagogie, de procéder par des rituels d'apprentissage, tout cela est parfaitement valable. Donc les professeurs peuvent se rassurer en se disant que ce qu'ils savent faire en maternelle est toujours parfaitement d'actualité. Toujours sur les programmes de maternelle, comment prendre en compte l'hétérogénéité des classes avec des objectifs par année aussi précis ? Les programmes ont été conçus pour aider les professeurs à gérer cette hétérogénéité au sein des classes. L'enjeu principal pour l'enseignant, c'est donc de conjuguer une ambition collective pour les apprentissages tout en répondant aux besoins et aux spécificités de chaque élève. Concrètement, les tableaux des programmes, notamment dans la colonne de gauche, où les objectifs sont présentés,
précise clairement à partir de tel âge ou lorsque l'enfant maîtrise telle ou telle compétence. Ces indications permettent aux enseignants de s'appuyer sur ces repères pour mobiliser pleinement leur expertise pédagogique et didactique en tenant compte de la diversité des élèves. Le programme évoque également une démarche d'enseignement explicite. Est-ce pertinent en maternelle ? À la maternelle, oui, le langage se construit principalement par imprégnation et imitation, mais ces approches seules ne suffisent pas, et notamment en raison des écarts sociaux dont on parlait tout à l'heure. C'est là qu'intervient l'enseignement explicite, essentiel pour enrichir et structurer la langue orale. Les professeurs doivent concevoir des séances dédiées, expliquant aux enfants ce qu'ils vont apprendre, en modélisant des structures de langage et en s'appuyant sur des supports comme les albums de littérature jeunesse évidemment. Le processus passe par une pratique guidée avec répétition de mots, de phrases, avant de développer l'autonomie langagière des élèves, réduisant ainsi les inégalités sociales. En complément de l'enseignement explicite, le rôle du feedback est essentiel. Lorsqu'un élève produit un énoncé, le professeur peut reformuler, corriger pour expliciter immédiatement « Ah, tu voulais dire ça » ou « C'est ainsi qu'il faut le dire ». Cette démarche associe évaluation et explicitation. Plutôt que des grilles d'observation formelles, il s'agit de connaître les jalons clés du développement de l'enfant pour adopter une posture réactive et enrichir son apprentissage par des rétroactions adaptées. Comment équilibrer le temps d'enseignement du langage oral et celui des autres apprentissages ? C'est vrai qu'en maternelle, il n'existe pas d'horaire spécifique par domaine d'apprentissage, mais les programmes soulignent l'importance de la régularité et de la récurrence des apprentissages. Par exemple, les activités de vocabulaire et de mémorisation doivent être réalisées 1 à 2 fois par jour, tout comme les exercices liés à la phonologie et aux principes alphabétiques, qui nécessitent des séances courtes d'ailleurs et répétées, adaptées au moment propice de la journée, le matin, après la sieste, etc. Les interactions individuelles entre enseignants et élèves sont également prioritaires, notamment grâce aux classes plafonnées à 24 ou dédoublées en grande section, qui vont permettre une attention accrue, particulièrement pour les élèves en éducation prioritaire. Comment enseigner le vocabulaire au cycle 1 ? Alors, c'est un apprentissage qui doit être dense, répété, on le disait juste avant. On doit apporter des mots, on doit catégoriser ces mots, les mémoriser et les réemployer en contexte, c'est-à-dire à l'écrit comme à l'oral. Plusieurs fois par jour, on le disait aussi, si possible, et tous les jours. Ce n'est pas simplement quelque chose à voir comme un rituel du matin, mais bien comme une séance d'apprentissage explicite basée sur une vraie progression d'apprentissage. En vocabulaire, on enseigne des corpus, c'est-à-dire des mots qu'on peut regrouper ensemble, soit parce qu'ils appartiennent à une même thématique, et donc à un même réseau sémantique, les mots de l'automne par exemple, soit à un même réseau morphologique. Vous avez par exemple la terre, un terrain, un terrier, etc. Les corpus contiennent donc des mots de toutes les catégories grammaticales. On va avoir des noms, des verbes, des adjectifs, etc. Et on a aussi ce qu'on appelle des collocations, c'est-à-dire des mots qui fonctionnent ensemble pour créer des expressions, des locutions ou des formulations courantes de la langue française. Par exemple, enfoncer un clou, donner un coup de main, décrocher son téléphone. Est-ce que le vocabulaire se suffit à lui-même au cycle 1 ? Eh bien non, il faut également développer d'autres compétences évidemment, telles que la syntaxe, donc apprendre aux élèves à articuler distinctement également, et à produire des discours variés. Pour la syntaxe, dès la petite section, on passe du mot à la phrase, et donc on a une première approche intuitive de la grammaire. Une nouveauté aussi dans les programmes, articuler distinctement. En fin de cycle, on prononce correctement les 36 phonèmes de la langue, et il y a, on le sait, une flambée des demandes d'orthophonistes, et ce dès le plus jeune âge, sur des sujets qui parfois relèvent de la compétence des professeurs. Donc, ne pas forcément, évidemment, en fonction des compétences physiologiques des élèves, forcer des élèves à répéter ou reproduire un son s'ils n'en sont pas capables. Mais l'enseignant doit être évidemment modélisant sur ce point. Enfin, dans les programmes, on a produire des discours variés qui permettent de construire un propos structuré et précis en réutilisant le lexique appris. On va travailler la reformulation principalement avec l'élève. Comment procède-t-on avec des élèves non-parleurs ou petits parleurs ? Alors, évidemment, on va les inclure autant que possible dans toutes les interactions sans les isoler sous prétexte qu'ils ne parlent pas encore.
Il faut leur adresser la parole de manière régulière. On va reformuler pour eux les réponses qu'ils ne peuvent pas encore exprimer et on va veiller à leur participation active dans l'ensemble des échanges de la classe. Les enfants non-parleurs ou petits parleurs, bien qu'ils ne s'expriment pas encore ou très peu, ils enregistrent tout ce qui se passe autour d'eux, dans la classe. Avec le temps, souvent après quelques semaines ou quelques mois, ils commencent à parler rapidement et de manière structurée, grâce aux acquis lexicaux et syntaxiques accumulés en silence. Donc il est important de ne pas les isoler et de s'appuyer sur leurs premières paroles, même si elles sont embryonnaires, pour pouvoir construire progressivement leur langage, tout en restant confiant et optimiste quant à leur évolution. Comment se prépare-t-on à apprendre à lire en maternelle ? Alors, on va poursuivre des choses qui étaient déjà existantes, donc on va travailler progressivement dès la petite section les habiletés phonologiques et le principe alphabétique. On va associer l'enseignement du vocabulaire en travaillant dès la moyenne section sur des corpus de mots, on le disait tout à l'heure, mais aussi des corpus de mots en proximité phonologique. Donc par exemple, boule, poule, cool, foule, tous des mots qui se ressemblent. L'objectif en fin de maternelle, c'est de découvrir et connaître les lettres, leurs noms, leurs formes et leurs sons. Comment est travaillée la compréhension au cycle 1 ? Alors là aussi, on a des choses qui existaient déjà. Donc, initier un parcours de lecteur avec tous les jours un temps de lecture offerte, dont le seul objectif est de développer le plaisir de lire. Et en plus de ces lectures offertes, la compréhension fait bien sûr l'objet d'un enseignement structuré et guidé par le professeur. Tout au long de la maternelle, les élèves vont fréquenter des textes de plus en plus longs, appartenant à tous les genres littéraires. Donc on peut avoir des textes patrimoniaux, des contes, des légendes, des fables, des poèmes, des textes documentaires, des recettes, évidemment des albums de littérature jeunesse, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour la compréhension ? Alors, il est recommandé d'avoir un ou des espaces dédiés à la compréhension. Ça peut être l'espace bibliothèque, un coin écoute, un espace à marotte, à boîte à histoire. Et lors des séances et en amont de la lecture par l'enseignant, on veille à faciliter la compréhension de tous en dégrossissant le contexte et le lexique. On installe un climat d'écoute, voire on donne une consigne d'écoute active. On anime les échanges après l'écoute avec des questionnements ouverts pour les élèves afin que ces derniers prélèvent des informations, qu'ils comprennent l'implicite du texte, qu'ils utilisent un lexique adapté et qu'ils produisent des réponses argumentées. On est toujours dans la reformulation par le professeur autant que nécessaire, qui a toujours un rôle modélisant. On prévoit un temps de restitution avec des modalités variées qui vont mobiliser des compétences lexicales et syntaxiques. Et enfin, on élabore une trace écrite du travail réalisé. Comment préparer l'écriture en maternelle et en début de CP ? Tout l'apprentissage du geste d'écriture ne peut pas se concentrer sur l'année seule de la grande section. Donc c'est un travail qui commence dès la petite section, en s'adaptant bien sûr au développement moteur des enfants. La production d'écrit est toujours très importante dans les nouveaux programmes. On met en avant l'importance de l'espace dédié dans chacune des classes à l'écriture. On insiste aussi sur les essais d'écriture qui sont encouragés et exploités par le professeur et on a un focus sur la dictée à l'adulte. Dans le cadre des essais d'écriture, il s'agit de faire percevoir aux élèves que la langue écrite et la langue orale empruntent des codes différents et que le code de l'écrit est évidemment beaucoup plus contraignant que celui de l'oral. On pratique des observations de l'écrit dès la petite section et on explicite aux élèves, dès qu'ils commencent ces essais, que l'écriture va leur demander un ensemble d'efforts pour respecter peu à peu ce code. Il s'agit aussi de faire encoder aux élèves des mots qui contiennent des correspondances graphèmes-phonèmes connues, en commençant par les mots les plus transparents possibles de la langue française. On peut proposer des outils qui servent de modèle dans la classe pour les mots les plus complexes, comme des étiquettes, des affichages, un cahier de collecte de mots, etc. Cette préparation à l'apprentissage de l'écriture commence donc dès la petite section avec des repères précis. On aborde la cursive et la dictée à l'adulte dès la moyenne section. Quels sont les principes justement de la dictée à l'adulte ?
Alors, la dictée à l'adulte, ce n'est pas un dispositif nouveau, mais c'est vrai que les programmes précisent davantage sa mise en œuvre concrète. Donc, on commence par une phase où on va définir l'intention d'écriture. Pour qui on écrit, pourquoi, etc. Puis, on prépare l'exercice d'écriture en lui-même. On va choisir les idées, on va définir les mots utiles à la production en se basant sur des corpus de mots et les outils de la classe. On retrouve ensuite une phase où les élèves vont énoncer oralement le propos. On va choisir et ordonner les mots, donc le vocabulaire et la syntaxe, pour montrer que l'on n'écrit pas comme on parle. Et ensuite, la dictée à l'enseignant, donc la dictée à l'adulte à proprement parler, de l'énoncé où il est nécessaire de faire attention aux normes syntaxiques et orthographiques que le professeur peut évidemment théâtraliser. L'enseignant écrit en écriture cursive, qui est l'écriture principale en France d'un point de vue culturel et scolaire. Et enfin, on va réviser l'écrit de façon collective, soutenue par l'enseignant bien sûr. Tout au long du processus, la modélisation de nouveau de l'enseignant est primordiale. Alors, on va pouvoir s'attaquer aux questions concernant les programmes du cycle 2. Dans ces nouveaux programmes, il y a des tableaux de fréquences qui sont introduits. Pourquoi ce choix ? L'objectif principal, c'est de fournir une vue d'ensemble rapide et claire des programmes, tout en insistant sur la régularité des apprentissages qui est essentielle au cycle 2, notamment pour la lecture et l'écriture. Cette régularité implique un enseignement quotidien, mais pas nécessairement sous forme de rituels pédagogiques. Les rituels comme la phrase du jour peuvent faciliter l'automatisation de certains apprentissages, mais ils ne sont qu'une modalité parmi d'autres. Les projets pédagogiques, quant à eux, sont utiles lorsqu'ils s'appuient sur des enseignements déjà installés de manière régulière, qui vont apporter du sens et renforcer ces apprentissages. La régularité reste la priorité, rituels et projets étant des outils complémentaires. Qu'est-ce que l'enseignement explicite du français au cycle 2 ? Le programme insiste sur l'importance d'expliciter les apprentissages, particulièrement pour les élèves éloignés des attendus scolaires. Cela inclut expliquer les enjeux des tâches, pourquoi on apprend cela, et les démarches pour y parvenir, comment on apprend. Cette approche est essentielle pour enseigner des aspects souvent négligés comme les stratégies de compréhension. Il est également crucial de rendre l'évaluation claire pour les élèves. Expliquer sur quoi ils seront évalués, quels sont les attendus, où ils en sont et quels progrès ils ont réalisés. Cette explicitation vise à donner du sens aux tâches scolaires, surtout pour les élèves les plus en difficulté. On a parlé du vocabulaire au cycle 1. Quelle est la poursuite de cet apprentissage sur le cycle 2 ? Eh bien, au cycle 2, on est vraiment sur une continuité de tous les principes qui ont été énoncés pour la maternelle. On a donc une démarche d'enseignement qui est rigoureusement la même qu'au cycle 1. Les particularités du cycle 2, c'est un apport de nouveaux mots en nombre conséquent. On augmente le capital de mots dont peut disposer l'élève avec 4 corpus enseignés par période au CP, 5 par période au CE1 et 6 au CE2. Au cycle 2, les corpus sont donc toujours thématiques ou morphologiques, mais on peut également y ajouter des corpus orthographiques, autour d'une correspondance graphophonémique par exemple. Autour du EAU qui produit le son O, on peut avoir par exemple des listes de mots comme bateau, gâteau, chapeau, etc. Et on a toujours les 4 phases: apporter des mots, les catégoriser, les mémoriser. On ajoute ici évidemment une mémorisation de l'orthographe lexicale et puis réemployer les mots en contexte, à l'oral comme à l'écrit. Il est conseillé aussi d'utiliser des outils de personnel de collecte, donc faire en sorte que ces outils procèdent d'ailleurs plutôt par thème, par réseau, plutôt que par une entrée alphabétique où il est plus difficile pour des élèves de s'y retrouver. Alors, il y a dans la partie vocabulaire du cycle 2, une sous-partie qui se nomme « Mémoriser l'orthographe des mots ». Pourquoi apparaît-elle dans le vocabulaire ? Eh bien parce que l'orthographe dans les nouveaux programmes apparaît sous 2 aspects. D'abord, avec le lexique, dans la partie vocabulaire, où l'orthographe des mots contribue à fixer leur sens et leur mémorisation. L'étymologie, y joue également un rôle clé, en éclairant les familles de mots, les liens de sens entre eux.
Ainsi, lorsqu'on étudie un mot, il est essentiel d'en considérer à la fois le sens et l'orthographe. Donc ça, c'est l'orthographe lexicale qui est abordée dans la partie vocabulaire. Ensuite, on a l'orthographe qui est abordée dans ces programmes dans la partie grammaire, notamment à travers les règles d'orthographe grammaticale, comme les chaînes d'accords et la conjugaison, qui font l'objet d'un enseignement explicite dès le cycle 2. Faut-il prévoir des listes de mots à étudier en vocabulaire? Alors non, pas nécessairement, et même plutôt non. Pas du tout. Le programme encourage à travailler le vocabulaire sous forme de réseau de mots, donc regroupés par thème, vous l'aurez compris, liés à des contextes concrets. Et il est intéressant de se baser sur des contextes concrets de la classe, une sortie pédagogique, des lectures, des événements. Ces réseaux incluent toutes les natures de mots, donc comme en maternelle, des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes, etc. Et il privilégie la mise en relation de mots et d'expressions plutôt que des listes isolées. On s'inspire un peu de ce qu'on fait déjà en langue vivante. On peut avoir une approche qui inclut de l'apprentissage d'expressions toutes faites, et notamment pour les élèves allophones en valorisant le français comme une langue vivante. On le disait tout à l'heure, ce sont par exemple les collocations, mais aussi des expressions idiomatiques, etc. Au cycle 2, comment est enseigné le décodage? Il n'y a pas de nouveauté par rapport au guide orange, on a toujours 3 règles d'or pour enseigner le décodage, notamment au CP. On a au moins un enseignement explicite de 2 correspondances graphophonemiques par semaine. On recourt à une progression qui est proposée dans un manuel fiable. Et on a une lecture qui est systématiquement associée à l'écriture. On lit, on écrit, on oralise ce qu'on écrit. Comment sont intégrés les apprentissages linguistiques dans la lecture? Alors, grâce aux lectures qu'on va réaliser en classe et aux observations, notamment de groupes nominaux, il y a une découverte des notions de genre et de nombre. On va découvrir aussi des points en lien avec l'orthographe lexicale, donc les listes de mots, on le disait tout à l'heure, qui présentent des analogies orthographiques qu'on va lire et écrire. Et puis, on va avoir une reconnaissance des affixes les plus usuels en lien avec leur sens, notamment à travers certaines lectures. Comment est enseignée la compréhension au cycle 2? Les programmes actuels donnent déjà une place importante à l'enseignement de la compréhension. Mais les nouveaux programmes permettent de détailler ce travail, notamment sur les 3 années du cycle. L'objectif, c'est de construire une méthode pour comprendre. Donc, on va par exemple s'appuyer sur le lexique, les chaînes anaphoriques, l'implicite. La démarche est basée sur la réception de l'élève. Que ferais-tu si tu étais à la place de? L'enseignement de la compréhension est lié à la lecture à voix haute, qui est un moyen et un objet d'apprentissage à part entière. La lecture à voix haute est réalisée dans le cadre de la fluence, très souvent. On lit à voix haute pour automatiser le décodage, acquérir aussi une vitesse de lecture fluide et naturelle. Mais la lecture à voix haute a aussi à voir avec la compréhension. On lit bien parce qu'on a compris le texte, et en lisant à haute voix, on facilite aussi la compréhension du texte. Ça fonctionne dans les 2 sens. Que regroupe la compétence écriture au cycle 2? Alors, vous avez le geste graphomoteur, la copie, la dictée, la production d'écrit, et le tout fait l'objet d'une écriture quotidienne reliée à toutes les disciplines et à toutes les composantes du français. Que disent ces nouveaux programmes sur le geste graphomoteur? C'est un aspect nouveau des programmes où on retrouve une partie bien identifiée qui aborde cet aspect de l'écriture. L'apprentissage du geste graphomoteur dans la continuité du cycle 1 doit faire l'objet d'une vigilance tout au long du cycle 2. C'est une constante du cycle qui doit donner lieu à des séances régulières jusqu'à la fin du CE2 et même au-delà. Pourquoi la dictée apparaît-elle dans la partie écriture? La dictée, c'est une activité quotidienne qui est rattachée à la fois à l'écriture et à la grammaire et l'orthographe. Les premières dictées réalisées au cycle 2, au CP donc, sont principalement des activités d'encodage et donc d'écriture. Elles permettent de vérifier si l'élève encode les sons qu'il entend. Progressivement, au long du cycle, la dictée devient une activité pour travailler et vérifier la juste orthographe des mots. Qu'en est-il de la copie? La copie peut se déployer dans toutes les activités et toutes les disciplines. Elle permet d'automatiser le geste graphomoteur. Et la production d'écrit, c'est une continuité du cycle 1.
D'ailleurs, la dictée à l'adulte doit être encore pratiquée au cycle 2, avec une prise en charge par l'enseignant d'un écrit collectif. On a aussi une nouveauté dans ces programmes que sont les gammes d'écriture, qui se situent dans les écrits courts. Un guide va paraître prochainement sur la production d'écrits au cycle 3, et c'est un élément qui apparaîtra dedans, donc les gammes d'écriture. Évidemment, ce guide sur le cycle 3 sera adaptable tout à fait pour tout un tas d'activités au cycle 2. Il s'agit de partir de phrases, de schémas répétitifs et courts pour installer chez les élèves des automatismes à la fois syntaxiques, orthographiques et lexicaux. Donc ce dispositif, que sont les gammes d'écriture, permet aux élèves d'entrer dans une mécanique d'écriture. Quelque chose d'automatique. On met la majuscule, il y a un sujet, un verbe, un groupe nominal, un point, etc. Tout dépend de l'objectif derrière, bien sûr. Si c'est l'accord sujet-verbe, les chaînes d'accords dans le groupe nominal, la place des compléments, etc. D'année en année, ces schémas répétitifs, ces espèces de canons d'écriture évoluent et se complexifient. Comment sont enseignées la grammaire et l'orthographe au cycle 2 ? Eh bien, il n'y a aucune modification des contenus programmatiques. Les notions sont rigoureusement les mêmes que dans les programmes précédents. Elles ont simplement été associées plus précisément à une année du cycle. On a donc toujours une focale sur le repérage du sujet, du groupe verbal, du groupe nominal simple, des règles d'accord sujet-verbe et des règles d'accord au sein du groupe nominal. Là aussi, on insiste sur un enseignant qui va être modélisant et qui va faire attention à toujours rétablir la norme orthographique, qu'elle soit lexicale ou grammaticale, en cas d'erreur ou en cas de tâtonnement des élèves. Et il y a toujours 4 phases que vous connaissez, que sont les phases d'observation, de classement et de tri, d'essai d'écriture sous dictée et de mobilisation en production d'écrit. Voilà pour l'ensemble des programmes donc de cycle 1 et de cycle 2 autour du français. N'hésitez pas si vous avez des questions, en espérant ne pas être allé trop vite. Merci beaucoup.